Alors, bonjour Christian Arbulot. Bonjour. Donc vous êtes directeur de l'école de guerre économique. Oui. Merci d'avoir accepté cette interview pour Les Bonnes Ondes. Je voudrais vous demander tout simplement, pour commencer, si vous pourriez nous parler de vous, de votre parcours, et qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à la guerre économique. Alors, moi j'ai un parcours très atypique qui est en fait à la fois le fruit d'une démarche classique. J'ai fait Sciences Po Paris, j'ai été diplômé en section politique économique et sociale en juin 75. J'ai fait des études d'histoire et j'ai fait un DEA d'analyse comparée des sciences politiques avec Maurice Duverger à la fin des années 70. Et parallèlement à ça, j'étais très engagé politiquement à l'époque, plutôt à l'extrême gauche, dans une démarche qualifiée de maoïste. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu la fusion de ces deux parcours qui m'ont amené au cours des années 80 à m'intéresser très fortement, d'une part, euh, aux problématiques de renseignement. C'est ce qui m'a amené à écrire un livre d'ailleurs avec Laurent Denisot qui mettait en avant un nouveau concept dont je suis le créateur qui s'appelait les cultures du renseignement. Et c'est assez marrant parce qu'il y a quelques semaines, un universitaire qui s'appelle Sébastien Laurent, qui est basé à Bordeaux, m'appelait au téléphone pour me dire euh, on fait une recherche justement sur qui a inventé le concept culture du renseignement. Et il se trouve que c'est moi. Et pourquoi j'ai inventé ce concept à l'époque? Parce que je me rendais bien compte, à travers ma culture subversive, que l'usage de l'information, mais aussi d'une certaine manière du renseignement, tel qu'on le définit, ouvert, disons, le renseignement ouvert, l'usage de cette culture subversive m'avait fait comprendre que c'était pas simplement des méthodes, il y avait une importance très très forte à accorder au contexte historique, politique, sociologique des pays dans lesquels telle forme de culture subversive s'était développée par rapport à d'autres. Et ces modes de culture étaient en fait très différents. Et leur différence s'expliquait justement par le lien avec un territoire, l'histoire d'un peuple, ses pratiques, etc., etc., au cours des siècles. Ce qui m'a renvoyé par la suite sur la problématique même du renseignement, où là je me suis rendu compte que la grille de lecture Humin, Sigint, etc., euh, d'origine anglo-saxonne, et transposable a priori dans tous les contextes, était une grille de lecture très intéressante, mais elle ne prenait absolument pas en compte ce que je suis en train d'évoquer, c'est-à-dire que la culture du renseignement britannique a des racines et une histoire fondamentalement différente de la culture du renseignement en France. Il en est de même pour l'Allemagne, il en est de même pour la Russie, il en est de même pour la Chine, etc. etc. Et c'est la raison pour laquelle je me suis interrogé sur est-ce qu'on peut comparer ces cultures, analyse comparer les cultures du renseignement, sur quelle base. Donc venant de la science politique, ça me semblait utile de rappeler quel type de régime, quel type de constitution, quel type euh, d'organisation dans l'histoire politique du pays à analyser. Le renseignement a-t-il pu prendre telle ou telle forme? Renseignement intérieur, renseignement extérieur, etc. Et surtout, quels étaient les critères qui ont fortement contribué à configurer cette culture? Par exemple, c'est évident pour le monde britannique, l'insularité a joué un rôle majeur, et c'est pas un hasard si le renseignement naval va être dans un premier temps prépondérant par rapport à d'autres formes de renseignement, puisque le royaume d'Angleterre se projetait vers l'extérieur et qu'est-ce qu'il utilisait pour se projeter vers l'extérieur? Des navires.
marine de guerre et marine marchande, etc., etc. Donc, et ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait en France, par exemple. Là, on est dans un pays dont la préoccupation très forte va être la protection des frontières, la lutte contre l'envahisseur éventuel venant par la voie continentale, et donc une approche radicalement différente, qui, au cours des siècles, cette différence, elle va se matérialiser par quoi? Elle va se matérialiser par exemple, la manière dont des élites vont se comporter à l'égard du renseignement. Il est clair que pour un pays comme la Grande-Bretagne, les élites vont être très complices, très fluides par rapport à ça, parce que ce sera complètement intégré à leur mode opératoire, soit pour trouver des marchés à l'extérieur, soit pour s'implanter, créer des comptoirs commerciaux, soit pour dominer des territoires, l'Inde, l'Égypte, etc., etc. Donc, on a une complicité tacite dans le modèle britannique entre les élites pour faire du renseignement quelque chose d'utile, de reconnu et de pertinent. Ce qui n'a absolument pas été le cas en France pour toute autre raison. Et donc, ces différences-là, si vous voulez, elles ne sont pas simplement une sorte de marquage culturel, elles vont bien au-delà quand on travaille vraiment sur le cas de chaque pays. Si je reviens à la France, il est clair que l'histoire de la création du MI6, donc du renseignement extérieur britannique, puis qui a pris par la suite le nom de SIS, c'est toujours son nom d'ailleurs aujourd'hui, c'est absolument pas comparable à la création du renseignement extérieur français après la Seconde Guerre mondiale, qui est un assemblage très douloureux entre d'une part l'ancien système de renseignement militaire de l'entre-deux-guerres qui a survécu durant la guerre et qui a fait de la résistance en étant chapeauté par le pouvoir pétainiste. Donc c'est les fameux travaux ruraux gérés par le colonel Payol notamment. Et de l'autre, le BCRA créé à Londres par De Gaulle. Donc c'est le mariage de la carpe et du lapin, comme on dit. Fusion excessivement complexe, très contradictoire, qui a, on peut dire, posé énormément de problèmes à la constitution du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, le SDEC, ancêtre de la DGSE. Donc, déjà là, si vous voulez, on a des réalités très différentes d'un pays à l'autre, et d'où la notion de culture du renseignement. Et cette notion de culture du renseignement m'a amené par la suite à me focaliser sur le renseignement économique. Et en me focalisant sur le renseignement économique, j'en suis arrivé bien sûr à me poser des questions qui me semblent absolument élémentaires, c'est-à-dire, mais le renseignement, ça sert à quoi? Et dans le renseignement économique, on est obligé aussi de poser une question immédiate qui vient après. Quelle est sa rentabilité? Et dès lors qu'on pose la question rentabilité du renseignement économique, on est obligé de s'en poser encore une autre, mais à propos de quelle stratégie? Et dès lors qu'on se pose la question quelle stratégie amenant une démarche de renseignement économique avec des résultats, la question de la stratégie, c'est pourquoi? Dans quel but? Est-ce que c'est une stratégie raccordée à une notion dite de puissance? Ou est-ce que c'est une stratégie qui est simplement limitée à l'action d'entreprises du secteur privé, par exemple, qui peuvent trouver une sorte de concordance avec le pays qui les abrite, où elles sont nées, etc., etc. Donc, c'est ce qui m'a amené obligatoirement à me hisser à une réflexion sur les politiques de puissance, d'une part,
Et c'est cette réflexion sur les politiques de puissance, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, où je vois apparaître un concept sur lequel on continue à travailler et qui est très très important, l'accroissement de puissance par l'économie. Et derrière l'accroissement de puissance par l'économie arrive bien entendu le rôle du renseignement fermé ou le rôle du renseignement ouvert. Quand on a créé le groupe de travail au commissariat général du plan, en 92, et que j'étais le conseiller spécial d'Henri Martre pour ça, en fait, on voulait créer un groupe de travail sur le renseignement ouvert, mais renseignement économique ouvert. Mais le plan a refusé qu'on utilise cette appellation, qui me semblait très logique et très naturelle, euh, parce que parler de renseignement, ça choquait le commissariat général du plan, que ce soit l'aile ultralibérale ou que ce soit l'aile tiers-mondiste, pour faire simple et résumé. Et on s'est donc rabattu sur l'expression intelligence économique. C'est comme ça qu'elle a été créée, parce que c'était la seule voie qu'on nous laissait pour faire apparaître une démarche sur la question en fait du management de l'information. Donc voilà ce long déroulé d'enchaînement, pas d'événements, mais de causalité, j'ai envie de dire, qui m'amène à la réponse à votre question. D'accord. Et donc, vous parliez de renseignements qui vous ont amené à parler d'intelligence économique. Est-ce que vous pourriez définir pour nos auditeurs les termes d'intelligence économique et de guerre économique? Alors l'intelligence économique, pour moi, c'est, si je veux prendre la définition la plus simple, c'est l'utilisation efficace d'une information au profit d'une stratégie, soit de développement d'entreprise, soit d'accroissement de puissance d'un État, etc. Donc on est bien dans l'utilisation de quelque chose. On n'est pas simplement dans la définition que nous avons eue dans le rapport Martre, parce que c'est la seule qu'on nous a autorisé à mettre en avant, c'est-à-dire en fait le cycle du renseignement revu et à peine corrigé dans le cadre de la gestion des sources ouvertes. Donc c'est la recherche, l'analyse, la distribution et en principe le rebouclage avec le pourquoi de la recherche. La définition du rapport Martre colle à la définition du cycle du renseignement, justement. Aujourd'hui, on s'est un peu quand même amendé de ces pesanteurs passées dans le contexte du rapport Martre, justement. C'est pour ça que, pour moi, dans mon métier actuel, mes métiers actuels, puisque je fais à la fois de la formation et du conseil, la définition la plus simple de l'intelligence économique, c'est l'utilisation efficace de l'information au profit d'une stratégie. Et si on en vient à la guerre économique, la définition que j'ai de la guerre économique, c'est l'expression majeure des rapports de force non militaires, c'est-à-dire qu'il y a la guerre militaire, d'accord, létale, et puis si on voit les autres formes de confrontation que l'homme a générées au cours de son histoire, on pourrait m'objecter, mais il y a eu les guerres de religion, par exemple, où il y a des guerres liées à des logiques de clan, au sens de la réalité de populations diverses et variées, donc des guerres sociétales, on pourrait dire. Mais pourquoi je place le mot majeur, c'est-à-dire que la guerre économique pour moi dans l'évolution de l'histoire humaine est en ordre de grandeur un élément qui dépasse les guerres de religion, qui dépasse les guerres sociétales, par exemple, c'est que c'est une guerre dont les conséquences sont hyper importantes dans l'histoire de l'humanité. Et en plus, très souvent, on voit que la guerre militaire
et non pas euh, l'élément premier d'un conflit, mais l'élément second dans le sens où un rapport de force économique peut aboutir à une guerre militaire. Et un rapport de force économique peut, dans un premier temps, euh, se limiter, si vous voulez, à la rapidité d'accès à une matière première par rapport à l'autre, la ruse pour tromper l'autre, si on a défini un lieu où cette matière première pouvait être récupérée, pour que l'autre ne vienne pas la récupérer lui aussi, etc. Donc il n'y a pas forcément au départ, si vous voulez, une confrontation qui va jusqu'à l'acte militaire. Mais quand on reprend les phases essentielles de l'histoire de l'homme et de la femme, pour être à la mode, il est clair que, un, les empires, si on remonte à l'origine de l'apparition des empires, les empires se créent sur des logiques de conquête, sur des logiques de domination et sur des logiques d'exploitation d'individus, puisque l'esclavage, expression dont on parle très souvent aujourd'hui, l'esclavage est l'élément constitutif de l'empire dans les périodes les plus éloignées de l'histoire humaine. Les empires, c'est quand même à la fois une logique de conquête, c'est une logique d'expression très forte d'une forme de violence, c'est-à-dire pour créer des empires, il a fallu de l'esclavage, c'était la main-d'œuvre. Et afin de créer une certaine forme de richesse qui permettait d'entretenir des armées quand il fallait mobiliser des forces afin de protéger un territoire conquis à défendre donc face à d'autres types d'ennemis qui pouvaient se présenter, que ce soit des peuples en errance, que ce soit d'autres empires, ou que ce soit des empires en formation, ou des territoires plus restreints, mais en conflit avec l'empire en question. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, que le fil conducteur dans l'histoire humaine, c'est une sorte de dialectique très importante entre l'apparition des empires, leur confrontation. Et les confrontations sont pas simplement des vues de tel individu pour s'exprimer comme le chef de quelque chose. Ça va plus loin que ça. C'est si on prend l'Empire d'Égypte, le commerce de l'étain, ça a été, pour l'Empire égyptien, un problème militaire très rapide pour essayer de contrôler les voies de circulation de l'étain sur une zone géographique très précise par rapport à d'autres peuples qui voulaient en avoir le contrôle. Si on descend vers l'Empire romain, on voit que l'affrontement entre Rome et Carthage, c'est le commerce en Méditerranée. Juste un peu avant, si on prend l'histoire de la Grèce, on voit très bien, il suffit de relire Thucydide, la guerre du Péloponnèse, même s'il y a très peu de morceaux de texte dans la guerre du Péloponnèse qui pointent du doigt l'enjeu économique. Je me suis fait dire par un de mes étudiants qui a fait un PhD à Stanford, où il y a deux grands experts américains de l'histoire de la Grèce antique, que la guerre du Péloponnèse, c'est un enjeu de guerre économique sur le commerce en Méditerranée. Et pas un petit enjeu. Et si on redescend vers notre période actuelle, je ne vais pas développer tout ça parce qu'il me faudrait du temps, mais vous savez très bien que le commerce triangulaire, au moment des grandes conquêtes, débouche sur des affrontements qui sont militaires notamment, soit pour conquérir des territoires. La conquête espagnole dans la zone Caraïbe, puis ensuite en Amérique latine, c'est aussi exploiter militairement, en s'alliant souvent d'ailleurs et en jouant sur la division des peuples locaux natifs là-bas, des potentialités pour prendre le contrôle de territoires immenses. Et c'était par des biais aussi, bien entendu, militaires, mais il y avait
un enjeu majeur, c'était la recherche de métaux précieux, etc. Donc on était bien dans une logique économique. Et si on redescend jusqu'à la période actuelle, on identifiera des séquences tout aussi importantes où la dialectique entre la guerre économique et la guerre militaire est très importante. Donc voilà pourquoi je dis que c'est l'expression majeure des rapports de force non militaires. Donc la guerre économique, au final, c'est plus une évolution dans la forme que dans le fond des guerres normales, si j'ai bien compris ce que vous dites. Oui, mais c'est souvent, entendons-nous bien, c'est souvent l'origine des guerres normales. C'est-à-dire, nous, quand on m'a appris l'histoire, quand j'étais sur les bancs de l'école, on me parlait surtout d'une histoire événementielle où c'était des hommes qui, par leur projet, euh, je voyais plutôt l'histoire de chefs, je voyais plutôt l'histoire de recherche de pouvoir. Des grands hommes. Voilà. Je ne voyais pas tellement, malheureusement, ou très peu, une grille de lecture sur l'histoire de la recherche de puissance. Un des très grands problèmes cognitifs qu'on a en France, c'est qu'on s'est polarisé sur la conquête du pouvoir, et notamment je vous renvoie à la lecture de Machiavel, le prince, etc. Et on s'est très 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 peu intéressé aux problématiques de puissance. C'est quand même un peu gênant, si vous voulez, quand on regarde l'histoire du monde avec le recul qu'on a aujourd'hui. Mm. Et justement, la France et du coup l'Union européenne, est-ce qu'elles sont en guerre économique? Et si oui, contre qui actuellement? Bah, il est clair que la France est dans une situation très difficile parce que depuis 1945, et pour des raisons qui expliquent très bien un grand historien français qui s'appelle de Soutou, qui a écrit La guerre froide et ensuite La guerre froide de la France. Si vous allez dans ces deux ouvrages, vous allez comprendre que pour ce qui est de la France, la classe politique qui sort en très mauvais état de la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez, par rapport aux problèmes que représentait le Parti communiste, 27% du corps électoral à son apogée, donc le risque d'une prise de pouvoir éventuelle d'un parti communiste par le Parti communiste, qui n'obéirait pas forcément aux consignes de Staline, face à ce risque de prise de pouvoir, euh, les leaders du début de la 4ème République, le général de Gaulle compris, sont allés demander l'aide américaine, donc avec la présence de bases américaines permanentes en Europe et en France, et aussi en acceptant finalement l'aide financière, parce qu'ils n'avaient pas le choix pour la reconstruction. Ça, c'est, comme vous le savez, le plan Marshall, mais en acceptant aussi d'être vassal, ni plus ni moins, des États-Unis. Et la création de l'Europe, la première mouture de l'Europe, est le fruit de tout ça, c'est-à-dire que l'Europe se crée en acceptant, sans le dire aux différents électorats concernés, que l'Europe doit être vassale des États-Unis. Donc, pourquoi, si j'en reviens à la période actuelle, nous sommes dans une situation très difficile, c'est que nous devons gérer les conséquences de cette vassalité. La présidence de Donald Trump a fait très peur aux élites françaises parce que Donald Trump, par sa politique de America First, semblait remettre en question le rapport entre le suzerain qui était les États-Unis et le vassal qui était l'Europe. Les Européens ne savaient plus tellement sur quel pied danser, d'accord. Et deuxièmement, l'arrivée de la Chine comme puissance conquérante, qui prétend à l'horizon 2050 devenir la première superpuissance devant les États-Unis, ça nous met devant une autre problématique, c'est-à-dire une seconde vassalité possible. C'est-à-dire que la France est coincée entre la première vassalité à l'égard des États-Unis et une seconde qui se profile à l'horizon à l'égard de la Chine. Ça fait beaucoup. Et au milieu, il y a l'Europe. Et on a pu croire un peu naïvement que l'Europe allait être notre planche de salut qui allait nous permettre de retrouver un petit peu d'autonomie à l'égard de ces deux superpuissances, notamment les États-Unis, mais aussi et surtout la Chine. Et on se rend compte que pour l'instant, on est encore loin de l'objectif à atteindre et que ça pose un vrai problème. Donc, oui, la France est
de facto en confrontation économique avec les États-Unis, malgré les gentils gestes de M. Biden. Je pense que les rivalités demeurent et elle est en conflit de fait avec la Chine parce que nos intérêts ne convergent pas du tout, contrairement aux apparences. Et au niveau de l'Europe, il y a en plus des rivalités intra-européennes. C'est-à-dire que le couple franco-allemand, il faut arrêter de fantasmer sur cette histoire-là. Si le PDG de Dassault a osé prendre la parole à propos du projet SCAF, l'avion du futur, en disant qu'il y a un plan B qui est qu'on le construise nous-mêmes, France, d'accord? C'est parce qu'on a un pouvoir politique qui n'est pas à la hauteur du débat face à l'Allemagne, et deuxièmement parce que il est hors de question de donner notre technologie aux Allemands sous prétexte qu'on fait un avion avec eux. C'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que se défausser, se déshabiller constamment pour montrer notre bonne volonté, je suis désolé, il y a quand même une grande incertitude sur le devenir de l'Europe. Moi, je vais peut-être faire sourire ou rire tout le monde, mais j'estime que si on arrive à construire l'Europe, et je suis pour qu'on arrive à construire l'Europe, c'est pas en décennies que ça va se jouer, c'est en siècles, d'accord? Compte tenu de la grande difficulté de changement de paradigme, justement. Donc, je répète, c'est pas en décennies, c'est en siècles. Donc, ça veut dire que si la construction de l'Europe doit prendre autant de temps, et ça me semble d'être de bon sens de l'admettre, cette réalité, ça veut dire que les États-nations ont encore un rôle très important à jouer durant cette période. Et que la problématique de souveraineté des États-nations constituant l'Europe, elle ne doit pas passer à la trappe, et que le grand rêve français qui était de croire que l'Europe allait nous sortir de problèmes économiques très précis, il est en train de s'évanouir, puisqu'on voit très bien que l'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, et que sur ce terrain-là, elle ne nous fait aucune concession, que ce soit dans l'activité civile, mais aussi dans l'activité militaire. Donc nous sommes dans une situation qui n'est pas simple. Donc vous avez parlé notamment un petit peu des enjeux extrêmement importants de la guerre économique. Et donc est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus quels sont donc les enjeux de la guerre économique au niveau mondial et national? Aujourd'hui, si vous voulez, il y en a qui sont... ils étaient déjà visibles, mais on ne voulait pas les voir. Si je prends... j'ai fait travailler les étudiants le trimestre dernier sur un livre que je trouve très intéressant, qui s'appelle L'Or noir de Mathieu Ozano, qui est un gros livre de 800 pages. L'objectif étant d'en extraire des grilles de lecture, ce que l'auteur n'a pas fait parce que ce n'était pas son objectif. Mais le pétrole, l'histoire du pétrole au cours du XXe siècle, c'est d'abord et avant tout une histoire d'affrontement de puissance. Dès lors que le pétrole devient un enjeu stratégique. Dans un premier temps, si on prend l'histoire du pétrole aux États-Unis, c'est la constitution d'un empire qui est l'empire Rockefeller, avec la Standard Oil, qui écrase tous les autres, qui est un empire redoutable. Donc, intramuros États-Unis, tant qu'il y avait du pétrole à extraire du sol américain en abondance. Mais dès lors qu'il a fallu aller chercher aussi le pétrole ailleurs, et notamment au Moyen-Orient, c'est devenu non pas un problème de compétition entre firmes pétrolières, mais d'abord et avant tout un enjeu de puissance. Et cet enjeu de puissance, on va le voir courir de la Première à la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite jusqu'à la guerre du Golfe, pour faire simple. Donc, si le pétrole a joué un rôle aussi important dans les problématiques de puissance, et aussi dans les problématiques économiques, on peut imaginer qu'au XXIe siècle, l'accès aux ressources, la diminution des matières premières, en termes de minerais, etc., ou d'énergie pétrole, par exemple, la difficulté de compenser l'énergie pétrole par les énergies renouvelables, intermittentes, qui posent énormément de problèmes.
est compensée par l'énergie charbon, ultra polluante et productrice de CO2, etc. etc. On voit bien que l'accès aux matières premières, si je m'arrête simplement à ce constat-là, c'est un enjeu stratégique majeur, dû à leur réduction potentielle, dû au fait que notre technologie d'accès à l'espace est quand même s'il y a eu une petite accélération avec Musk et ses projets propres, on est encore là aussi très loin du compte. Hein, vous savez, on voit passer dans la presse cette information comme quoi il y a un astéroïde, si on arrivait à se poser dessus, à exploiter le minerai de cet astéroïde, tous les cours des matières premières minerais dans le monde s'effondreraient tellement cet astéroïde représente une richesse majeure de par son contenu. D'accord ? Mais avant qu'on puisse aller se poser sur cet astéroïde et industriellement et durablement exploiter ce qu'il contient, je pense qu'il faudra du temps, beaucoup de temps. Donc, les matières premières, enjeu majeur. Je suis sidéré d'ailleurs qu'on ne parle pas de leur diminution. On voit bien que l'Afrique, si on prend le continent africain, est une des zones où s'expriment ces guerres économiques, y compris sous l'angle militaire d'ailleurs, par la déstabilisation de pays, des affrontements entre ethnies, des jeux très influents de puissances étrangères qui jouent avec ça pour conserver justement leur capacité d'exploitation du sous-sol africain. Bon. Donc là, on a un théâtre d'opération à ciel ouvert. Hein. Il suffit de simplement regarder ce qui se passe. Vous notez bien quand même que ce n'est pas le cœur de notre actualité dans la presse telle qu'elle est vendue en France ou ailleurs. Donc on est dans le non-dit, si vous voulez, presque dans le non-dit. C'est des sujets qui dérangent, parce que la guerre économique a toujours dérangé. Et donc vous pouvez détailler un petit peu s'il y a des batailles économiques précises, par exemple en Afrique, mais ça peut être ailleurs. Oui, je conseille à vos camarades d'aller sur le site infoguerre.fr, infoguerre en un seul mot.fr, qui est notre base de connaissances sur la guerre économique. Là, j'ai mis en ligne plusieurs articles sur, par exemple, ce qui se passe au Cameroun, ou ce qui peut se passer dans les jeux d'affrontement entre la Russie et la France par rapport à certains pays africains, où il y a des enjeux économiques en cause, et où la Russie s'affronte à la France par rapport à ces enjeux économiques. Le prétexte ouvert n'étant pas celui-là, c'est-à-dire les forces que la Russie soutient en Afrique, c'est des forces qui se présentent comme la continuité des forces anticolonialistes avant qu'il y ait la décolonisation, et la France, elle, riposte en accusant les Russes de tel ou tel mot, MAUX, et en n'ayant pas forcément, malheureusement, la légitimité que les Russes revendiquent comme étant une force qui a soutenu justement les partis qui voulaient, qui prônaient l'indépendance avant la décolonisation. Donc là, vous avez une zone de conflit informationnel, mais qui peut aussi se traduire par des conflits de déstabilisation, agitation, manifestation de rue, voire terrorisme localisé et éventuellement aussi conflit armé. Donc l'analyse scrupuleuse de ce qui se passe dans un certain nombre de pays d'Afrique aujourd'hui fait ressortir immédiatement des problèmes d'affrontement économique, des enjeux économiques. Mais vous notez bien que dans la presse mainstream, comme on l'appelle, pour les voir, pour les lire, pour les comprendre, je vais prendre une expression un peu simple, il faut se lever de bonne heure. Mais je renvoie aux étudiants à Infoguerre, il y a plein d'articles sur ces questions et de dossiers. Et il vous semble qu'il y ait des méthodes plus efficaces pour réussir à gagner des cartes économiques? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce que je peux constater aujourd'hui, c'est que les puissances les plus actives dans le domaine, c'est les puissances qui se donnent les moyens, d'abord, d'avoir des stratégies. On commence par le commencement, comme dirait Pierre Dac, avoir des stratégies.
Si la Chine, à la sortie de la révolution culturelle et de la bande des quatre, avec Deng Xiaoping, décide de s'ouvrir au monde, comme elle l'a fait, d'abord par les zones économiques spéciales et ensuite de manière plus importante, c'était pas avec une vision Mère Teresa, venez chez nous, créez un marché et nos citoyens vont devenir de gentils consommateurs. Bon, ça, je veux dire, c'est une vue de l'esprit. La Chine de Deng Xiaoping, elle s'ouvre par ses zones économiques spéciales avec un objectif majeur qui est de faire venir les entreprises occidentales afin, grâce au joint venture, au transfert de technologie, etc., d'avoir ce que j'appelle des stratégies de raccourci pour capter la technologie occidentale, construire sa propre industrie, construire ses propres firmes. Et l'objectif, c'est pas d'aider le citoyen chinois à mieux vivre. L'objectif, c'est d'accroître la puissance de la Chine, donc du régime communiste chinois, en tant qu'État, pour qu'il ait une économie compétitive, conquérante, donc qui aille conquérir des marchés hors de Chine, et en jouant à fond sur les transferts, mais aussi le pillage technologique du monde occidental, comme l'Union soviétique l'avait fait pour tout ce qui concerne le complexe militaire industriel entre 1917 et 1989, dans des proportions absolument gigantesques. Donc, si vous voulez, on est sur une lucidité qu'il faut avoir. Si effectivement le discours dominant c'est celui de l'INSEAD à Fontainebleau, qui consiste à dire on va parler marché, mondialisation, worldwide, court terme, retour sur investissement, politique des directeurs financiers, etc., et qu'on se refuse de voir et de regarder en face la réalité, c'est-à-dire qu'une partie du monde ne fonctionne plus comme ça, la Chine fonctionne à court, moyen et long terme. La grande partie du monde occidental, tel qu'on nous l'apprend, nous, sur le territoire français, par les business schools, et notamment la plus prestigieuse, qui est l'INSEAD, c'est de réfléchir à court terme. Alors que, et c'est là où ça ne va plus du tout, si je me mets, comme on l'a fait, à travailler sur les GAFAM, par exemple, là, on est bien Silicon Valley, notamment, et Ouest États-Unis, mais les GAFAM travaillent sur le court, moyen, long terme, pas que sur le court terme, contrairement à ce qu'on voulu faire croire. Donc on a un véritable problème de lecture. Je parlais tout à l'heure de lecture, on a un véritable problème de lecture. C'est-à-dire la compétitivité de l'économie française, si on daigne un tout petit peu se repencher sur cette notion-là, c'est quoi? Mais c'est certainement de commencer enfin à travailler de nouveau à court, moyen, long terme. Or, le problème que nous avons en France, quand on regarde l'histoire de l'économie française, nationale, du début des révolutions industrielles jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on a été très souvent uniquement dans des logiques de court terme. Et quand enfin on a développé des logiques de long terme, c'était soit parce que c'était à la sortie d'une guerre, il fallait reconstruire, c'est cette fameuse période des 30 glorieuses après la Seconde Guerre mondiale, et c'est aussi avec un homme visionnaire comme le général de Gaulle, qui avait compris que la compétitivité, elle était liée justement au dépassement de la courte vue, donc du court terme, et qu'il fallait ancrer des industries nationales sur des logiques de moyen-long terme. Exemple, quand le général de Gaulle a voulu développer l'industrie informatique en France, il a fait un plan pour ça, on a appelé ça le plan calcul, il a créé une délégation générale à l'informatique qui était liée au commissariat général du plan, et l'objectif c'était de faire en sorte qu'apparaissent en France des entreprises privées notamment, compétitives, capables de rivaliser avec les entreprises américaines ou d'autres. Qui s'est opposé à ce plan-là? Monsieur Ambroise Roux, patron de la CGE, c'est-à-dire un grand chef d'entreprise français qui ne partageait absolument pas cette vision.
Donc c'est là où il faut rentrer dans la complexité de notre histoire, dans des contradictions qui dérangent. Je peux vous dire que ça écorche la bouche de dire ça, ou de le reconnaître, un établissement qui est tout près d'ici, qui s'appelle le MEDEF. Dire qu'une partie du patronat français a saboté la politique de puissance économique que le général de Gaulle voulait développer entre 58 et 65, ça fait désordre. C'est pourtant la réalité. Mm. Et justement, vu que vous tenez l'école de guerre économique, est-ce que ce serait pas un moyen, vous visez pas de cette vision à long terme que vous... Alors justement, vous avez raison de poser cette question, parce qu'on est un petit aiguillon, mais enfin, on est quand même un aiguillon. Nous prenons, ici, à l'école de guerre économique, la nécessité absolue de revenir sur une vision court, moyen, long terme, selon les théâtres d'activité, les champs de développement, la nature de l'entreprise concernée, etc. etc. Si on réfléchit ici à des logiques de réindustrialisation, qui me semble absolument vital pour l'avenir de la France, pas de la République, de la France, c'est-à-dire un peuple sur un territoire, d'accord. euh, Réindustrialiser la France, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire beaucoup d'intelligence économique, identifier les ressources locales, pas simplement compter comme on l'a, des générations de politiciens en France l'ont fait sur l'attractivité du territoire national par le capital étranger, c'est-à-dire la solution venant d'ailleurs et non pas d'ici, et c'est bien le problème. Aujourd'hui, nous travaillons sur deux axes lourds, c'est la réindustrialisation, comment faire, que ce soit une réindustrialisation adaptée au contexte du moment. Il ne s'agit pas de repartir à partir de schémas anciens. Qu'est-ce que pourrait être une réindustrialisation d'une partie de notre tissu industriel? Sur quel type de logique? Sur quel type de logique gagnante? Sur quel type de levier de compétitivité, etc. Et de l'autre, c'est le développement du territoire. Donc le local, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Je n'ai aucune confiance dans l'État français actuel et dans sa matière de fonctionner pour être un élément d'impulsion du développement local, parce qu'on a créé une bureaucratie qui est complètement hors sol par rapport aux logiques très pratico-pratiques de ce que devrait être le développement local. Donc là, je compte sur des élus locaux, sur des entrepreneurs locaux, sur des forces cognitives qui sont en phase avec le territoire sur lequel elles sont installées, etc., pour être un élément de redéploiement, si vous voulez. Je ne crois plus du tout dans l'État français. Et le traitement de la pandémie actuelle est un très très bon démonstrateur de l'État français et de ses carences, de ses incohérences, de ses contradictions, et surtout de cette bureaucratie inerte qui est incapable de se réformer. Mm. Et du coup, ben, justement, c'était une de mes questions. Vu que vous parliez de la situation sanitaire, quelles sont vos réflexions sur l'impact de la crise sanitaire actuelle dans la guerre économique, mais pour la France, mais aussi, si possible, pour les États-Unis et la Chine? Je vais d'abord répondre sur un point qui est lié à la question, c'est que à la fin des années 70, se posait la question, est-ce que l'industrie de la santé est une industrie stratégique? Car à l'époque, nous avions dans le secteur privé des entités très performantes en matière d'industrie de la santé. La réponse du politique, aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs, c'était de dire c'est pas une industrie stratégique. En 2021, j'ai le sentiment qu'on redécouvre le fil à couper le beurre, c'est-à-dire que oui, l'industrie de la santé est une industrie stratégique. Pourquoi? Parce que pour lutter contre une crise comme la Covid-19, il faut avoir les moyens de le faire. Il ne faut pas avoir cette pensée abracadabrantesque d'un François Hollande qui dit mais de toute façon, on aura toujours la possibilité d'acheter ailleurs ce que nous ne produisons pas sur notre sol. Pensée catastrophique. Mais il n'y a pas que François Hollande à incriminer. Le problème remonte à la fin des années 70, l'ère Giscard,
et à l'arrivée de François Mitterrand. Alors le fait de considérer que l'industrie de la santé n'est pas une industrie stratégique, c'est une faute politique majeure de la droite et de la gauche française. Je considère, moi, personnellement, qu'on aurait toujours dû prendre en compte la dimension stratégique de la santé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on en a aujourd'hui la démonstration par l'absurde. Sauver la santé d'un peuple, c'est se donner les moyens de le faire. C'est avoir des masques, c'est avoir des vaccins, c'est avoir des capacités de test, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même dans cette classe politique un peu affaiblie au niveau du bulbe, comme on dit, des réactions élémentaires qui consistent à dire mais comment je fais pour produire sur mon sol? Si je ne suis pas capable en tant que politique de trouver des moyens pour dire là je ne vais pas être worldwide, là je vais avoir l'inventivité comme on a pu l'avoir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en créant le commissariat à l'énergie atomique afin de se créer une dissuasion nucléaire et ensuite une industrie nucléaire civile, c'est aux politiques d'avoir cette inventivité. Ce n'est pas aux chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise, on a bien vu l'évolution d'un groupe comme Sanofi qui n'a eu de cesse pour gérer des actionnaires, pour gérer une certaine hiérarchie salariale, etc., de sortir de France pour délocaliser, pour aller vers les coûts salariaux les plus bas, pour avoir des politiques très opportunistes, les plus opportunistes possibles, complètement décrochées des enjeux de la santé d'un peuple sur un territoire. Le peuple, il s'appelle le peuple français. D'accord? Donc, je n'accorde plus aucun critère de confiance à un groupe comme Sanofi, d'origine française, qui a largement profité du fait d'avoir été français à un moment donné et qui aujourd'hui est hors sol, déconnecté de la France. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question un peu plus d'imagination, si je puis dire. Si le Premier ministre vous proposait donc un ministère, ou au moins un secrétariat d'État, à la guerre économique, quelles mesures préconiseriez-vous? Je dirais que dans l'état actuel des choses, vu ce que j'ai dit sur l'État, ça servirait strictement à rien. Hmm. Ça servirait strictement à rien. Pourquoi? Parce que l'État français, dans son mode opératoire, est totalement incapable aujourd'hui d'intégrer une dynamique de guerre économique. Les premiers à s'y opposer seraient l'économie et les finances à Bercy et le ministère des Affaires étrangères. Donc, il faut être réaliste et lucide. Je pense que ça ne servirait strictement à rien. Pour que ça serve à quelque chose, il faudrait remettre en question le fonctionnement de l'État français. Et vous verrez quoi? Ça implique d'une part de partir de l'amont, c'est-à-dire tel que fonctionne l'École nationale d'administration au niveau de son architecture de cours, au niveau de sa culture, hélas, c'est-à-dire une culture qui est la course au classement et ensuite au positionnement dans les meilleures places, donc l'inspection des finances, etc. Une élite qui fonctionne comme ça ne sert pas beaucoup la France. Elle pérennise des pratiques qui vont des fermiers généraux à l'inspection des finances. Donc oui, il y a une véritable culture de la fiscalité. Elle peut avoir un comportement assimilé à un comportement de souveraineté. C'est-à-dire que quand les Américains ont voulu nous imposer leur mode de fiscalité, cette élite-là a résisté, et on peut l'en féliciter, pour qu'on conserve notre fiscalité et ne pas avoir une vassalité supplémentaire et une dépendance supplémentaire. Donc elle peut être capable, parfois, d'avoir des comportements qu'on qualifierait de patriotiques. Ça s'est vu lors de la déréglementation du trafic postal. Bercy, en accord avec le politique du moment, a mené une politique de containment, comme disent les anglo-saxons, pour que les groupes postaux étrangers ne plient pas la poste, qui était très en retard
en matière d'approche du nouveau marché postal déréglementé par l'Europe. Donc là, il y a eu une stratégie très habile menée par l'État français afin de tenir à distance ces groupes étrangers en allant les chercher sur toutes les erreurs qu'ils avaient commises sur le territoire national. Ils en avaient commis un certain nombre, ce qui a permis de les sanctionner durement avec des amendes. À l'époque du franc, c'était en plusieurs centaines de millions de francs par groupe. Mais c'est très épisodique et c'est lié à une, comment dire, à une vision du régalien sur la ligne de crête la plus mince qui soit. C'est-à-dire des fermiers généraux à l'inspection des finances, la fiscalité, l'emprunt à bas coût pour la dette. Si je prends ces deux lignes-là côté Bercy et côté ministère des Affaires étrangères, qui est le ministère qui nous a, hélas, constamment affaiblis sur ce terrain-là. Je vous renvoie à un ouvrage écrit par un militaire français qui s'appelle Le nerf de la guerre, qui est sorti fin d'année dernière aux éditions L'Harmattan, je crois, et qui porte sur la Première Guerre mondiale à partir des archives militaires et qui est très très intéressant, qui montre comment le ministère de la guerre, prenant quand même le train en marche, a eu une véritable pensée en matière de guerre économique à cause des pays neutres par lesquels transitait toute la contrebande qui alimentait l'Allemagne sur un certain nombre de matières premières utiles pour sa fabrication de munitions, mais aussi pour alimenter la population. Le Premier ministère a saboté ou tenté de saboter les mesures de guerre économique du ministère de la guerre entre 14 et 18. C'est le ministère des Affaires étrangères français qui crée une structure dédiée à la guerre économique pour parasiter ou contrer les mesures prises par le ministère de la Guerre. Et pourquoi? Au nom d'une sacro-sainte diplomatie de ménager les pays neutres. Attitude catastrophique du ministère des Affaires étrangères de l'époque, du Quai d'Orsay. Mais aujourd'hui, le Quai d'Orsay, contrairement aux apparences, avec ses laïus de chaque chef d'État, ça a commencé, je crois, qui a commencé ça? Peut-être Chirac, je ne sais plus. Puis les autres ont enchaîné en allant plaider pour que nos ambassadeurs intègrent la notion de diplomatie économique, d'accord? Mais en fait, lorsqu'on regarde très clairement ce qui se passe, à part quelques ambassadeurs d'élite, et heureusement on en a quelques-uns, mais le Quai d'Orsay reste une bureaucratie comme les autres et très peu opérationnelle, si je la compare à la diplomatie belge, par exemple, dans le domaine économique, bien plus efficace, bien plus performante que ne l'est le Quai d'Orsay du ministère des Affaires étrangères français. La Belgique est théoriquement un pays plus petit que la France et moins puissant. Et donc, ok, merci. Et donc, dernière question, comment voyez-vous l'avenir de la France à moyen et donc à long terme, comme vous disiez notamment? L'avenir de la France dépendra de la réaction de son peuple. C'est-à-dire que si le peuple français ne réagit pas par rapport à ce qu'est devenue la France, je vous renvoie aux courbes sur la désindustrialisation, je vous renvoie à l'affaiblissement financier de la France, l'absence d'argent. Je discutais dernièrement avec un scientifique qui travaille pour l'industrie de l'armement et qui expliquait, faute d'argent, pourquoi la DGA a dû supprimer tout un tas de ces laboratoires qui permettaient de tester le matériel au profit des armées venant du secteur privé. Eh bien, la conséquence de ça, elle n'est pas anodine. C'est que parce que nous n'avons plus d'argent pour payer les laboratoires de la délégation générale d'armement, qui n'étaient pas des laboratoires qui ne servaient à rien, qui étaient des laboratoires très utiles, nous sommes affaiblis dans la fourniture d'armes à l'armée française et l'évaluation de leurs capacités. Et c'est pas pour rien que je vous prends cet exemple-là. C'est-à-dire, je vous prends le régalien pur et dur.
C'est-à-dire que, bien entendu, le politique ne va pas faire de communication sur la manière dont la France s'est considérablement affaiblie par manque d'argent sur son régalien le plus dur. Je vous laisse imaginer pour le reste. Donc, pour moi, la seule solution pour nous en sortir, c'est une réaction du peuple français. Hmm. C'est au peuple français de défendre son avenir. Je n'attends rien de l'État français et je n'attends pas grand-chose du monde politique français aujourd'hui. D'accord. Eh bien, merci pour toutes ces réponses, Christian.